Polémique suscitée par les propos tenus devant les étudiants de l'EM Lyon la semaine dernière. Alors, messieurs, madame, question, est-ce que vous avez un conseil à donner à Laurent Wauquiez avant ce grand oral? Yvan Rieufol. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est surtout pas de s'excuser. Ce que lui demande pour l'instant l'opposition et une partie de la droite. Je pense que s'il a à affronter aujourd'hui, en effet, cette hostilité-là, il faut qu'il l'affronte droit dans ses bottes, si je puis dire, et qu'il justifie le fait qu'il tenait, si j'ai bien compris, un double discours, puisqu'il a dit, dans le fond, que quand il rencontrait les médias, il leur parlait bullshit, c'est-à-dire qu'il leur parlait avec des mots qui ne correspondaient pas à ce qu'il pensait très réellement. Et donc je pense qu'il faut qu'il assume aujourd'hui ce devoir de vérité, cette obligation de dire les choses. Et d'ailleurs, ça me paraît très révolutionnaire. La vérité est révolutionnaire, avait dit Lénine. Et je pense que s'il évite naturellement de reculer devant les coups qui vont lui être portés, et s'il assume en effet un discours de rupture, et s'il s'explique quand même peut-être aussi sur ces accusations qui ont été portées sur Sarkozy, qui me semblent, elles, a priori très légères, je pense qu'il accuse Nicolas Sarkozy, oui, on le rappelle, hein, d'avoir fait écouter les portables de ses ministres avant le Conseil des ministres. De les avoir pompés même. De les avoir pompés. Je pense que là, il a été un peu loin, mais il est vrai, d'après les témoignages qu'on a pu entendre, que Nicolas Sarkozy... Soit c'est vrai, soit c'est faux. Non, hein, mais il disait deux choses. Il disait que Nicolas Sarkozy demandait à ce que les portables soient déposés à l'entrée du Conseil des ministres, et ceci semble être vrai à la fin de son quinquennat. Mais qu'ensuite, si les portables ont été pompés, je n'en sais rien, a priori ça me semble douteux, et là il devra s'expliquer. Peut-être en effet donner des gages à Nicolas Sarkozy, qui a, semble-t-il, pas tout à fait apprécié la chose. Mais pour le reste, je pense que surtout il n'a pas reculé d'un iota, et au contraire, il a avancé encore davantage, parce que je crois que ce qu'il fera gagner aujourd'hui, c'est de casser précisément ces codes de convention, ce politiquement correct, dans le fond pour aller vite, qui est maintenant partagé par la gauche et une partie de la droite, et qui consiste en fait à ne pas dire les choses, ou en tout cas à les dire indirectement. Ça dépend. Alors la vérité, je ne sais pas, oui, effectivement, je pense que s'excuser, c'est toujours peu opportun pour un homme politique. Après, la question de la vérité, elle est où? Est-ce que ces paroles sont toutes vraies? On peut se poser la question. Par exemple, c'est vrai qu'il affirme... La sincérité. La sincérité, la vérité, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai. Donc la vérité, je parlais de sa sincérité. Sur cette question-là, par exemple, sur le MEDEF, la CPME qu'il a attaqué, moi, je ne sais pas où est la vérité. Hein. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas si réellement le Conseil régional a donné des subventions. C'est possible, mais il se trouve que le MEDEF, Rhône-Alpes et le dément. Mais où est la vérité, en fait? C'est ça. On va peut-être justement, voilà, merci de nous avoir mis la déclaration. Donc, ça fait partie donc de la nouvelle salve du Wauquiez-gate. Donc, cette déclaration qu'il a tenue, notamment sur la CGPME et le MEDEF. Le pire, les plus catastrophiques, c'est le MEDEF et la CGPME. Eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est d'encaisser l'argent. Et puis on peut enchaîner également sur ce qu'il a dit sur les syndicats. Les associations syndicales recevaient, avant qu'il n'arrive, je pense, à la tête du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions d'euros sur le budget de la région. Moi, je les ai reçus, je leur ai dit, je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats. Là, on peut peut-être douter de sa sincérité. Et donc, comme je ne veux surtout pas que vous dépendiez de moi, c'est zéro. Ce qui est perturbant de cette déclaration, il y a à la fois quand même une partie de vrai, c'est vrai. Les organisations syndicales et patronales vivent de l'argent public en partie par des systèmes de subventions directes, mais aussi par des systèmes un peu détourné, où il y a des syndicalistes qui sont détachés, en fait. Le tri. Quand il attaque les patrons, c'est pas vrai. Quand il attaque les syndicats... Non, mais les patronales aussi. Oui, lui, c'est pas le tri. Ce que j'ai dit précisément, c'est que le MEDEF Rhône-Alpes démontait et que je ne savais pas où était la vérité. C'est tout ce que je peux dire. C'est ce que j'ai dit. Et ensuite, deuxièmement, effectivement, les organisations patronales et syndicales vivent en partie de l'argent public, pour certaines de façon d'ailleurs assez élevée, à la fois par tout des tas de circuits de subventions et par la mise à disposition de syndicalistes qui sont payés par des entreprises et qui en fait sont détachés et œuvrent pour le syndicat la majorité du temps. Donc d'après le rapport Perruchot, il y a quand même 28 000 fonctionnaires, par exemple, qui ne travaillent pas dans la fonction publique, mais qui sont syndicalistes à plein temps. Donc oui, il y a une question lourde du financement de tous ces organismes. Par contre, de dire, je trouve, qu'ils n'en ont rien à foutre de défendre les entreprises, ça c'est totalement excessif et malveillant. Voilà, je ne dirais pas ça quand même ni des syndicalistes, ni des gens du MEDEF et de la CPME.
Vous lui donnerez quoi comme conseil, Thomas Legrand, ce soir? Juste avant de vous répondre, je voulais simplement avoir une petite pensée pour Paul-Henri Dulimbert, que j'aimais beaucoup, que j'ai rencontré plusieurs fois il y a très longtemps, quand on était tous les deux sur le terrain, avant qu'il soit devenu grand chef. Et j'ai des souvenirs de grandes rigolades à l'Assemblée et dans la cour de l'Élysée. Et voilà, petite marque de sympathie, puisque je suis au Figaro, pour ses confrères. Et voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne lui conseillerais pas de s'excuser non plus. Ça serait un peu ridicule. Et je trouve ça assez pitoyable, tous les gens qui le somment comme ça de l'excuser. Je remarquerai qu'il s'est simplement excusé devant une personne, Nicolas Sarkozy, parce que c'est la seule personne qui peut, en appuyant sur le bouton, éjecter. Donc c'est un peu faible avec les forts et fort avec les faibles. Mais bon, si on revient sur tout ce qu'il a dit, il y a des choses plutôt intéressante qui crée le débat. Vous venez de... Ça me rappelle, vous qui avez été chef d'un service étranger avant, si je ne m'abuse, ça me rappelle un côté... C'est pour mon recrutement au service police-justice. Il y a quand même quelque chose qui rappelle un peu Wikileaks. C'est désagréable, mais enfin, il y a des choses qui sont vraies. Mais il y a des choses qui sont vraies. Enfin, il y a des débats qui l'ouvrent comme ça, pourquoi pas. Mais il y a des affirmations très graves. Quand il dit... Pour revenir sur Sarkozy, il a dit qu'il pompait. C'est-à-dire que si Nicolas Sarkozy faisait pomper les portables, ça veut dire qu'il avait à sa disposition un IMSI catcher, c'est-à-dire cette espèce de machine que la DGSE ou que les services de renseignement ont pour essayer, pour comme ça, pomper tout le contenu dans un rayon précis. C'est quelque chose de judiciairement... Donc c'est faux. Moi, je suis sûr que c'est faux. Enfin, et c'est très grave d'accuser comme ça. On a vu quand même qu'à l'Élysée, il y avait eu des écoutes par le passé. Non. C'est les Américains qui... par le passé, mais c'est des écoutes. Que les hommes de pouvoir écoutent, non, on a beaucoup de mal à croire. Des accusations de Paul Baril à propos de... Et qu'il y ait des écoutes, évidemment. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'IMSI catcher. Donc c'est un truc très très grave. Soit c'est vrai... Mais sur le portable, vous pouvez télécharger quelque chose, une application, vous me donnez votre portable, je l'installe en 3 minutes et je sais exactement toutes les communications que vous passez. Oui, bien sûr. Les SMS. La question n'est pas là, Guillaume Bigot. Est-ce que Nicolas Sarkozy voulait absorber les données de ces lignes ? Je finis. Il y a ça, c'est une accusation très grave, il s'est excusé, donc c'est faux. Quand il dit que François Fillon est victime de A à Z d'Emmanuel Macron, là encore, on sait qu'il est victime un peu de Nicolas Sarkozy et de M. Bourgi sur les costards, et on sait très bien que sur l'affaire Pénélope, c'est une enquête qui a duré une demi-heure de journalistes. Il suffisait d'appeler à l'Assemblée et de s'apercevoir qu'elle n'était pas attachée parlementaire, en tout cas qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. Voilà, et c'est à partir du moment où il est devenu candidat à la présidence, après avoir gagné la primaire, il a dû déclarer ses revenus et non plus uniquement son patrimoine, et donc on s'est aperçu que Madame... Donc voilà, Thomas, on va pas refaire le... Vous oubliez quand même l'extrême diligence du pôle financier qui est... C'est autre chose. Ah ben non, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on doit parler de ça... Le pôle financier qui a été fait... Justement, on va pas parler de ça. Alors, si on parle de ça, le pôle financier a été très prompt parce qu'il a été créé pour ça. C'est la première fois qu'il est prompt. Mais ça ne se fait... Non, mais pas comme partout, c'est pas vrai. C'est la première fois. C'est la première fois parce qu'il a été créé pour ça. Pas dans la dernière ligne droite d'une élection ou 2 mois auparavant. Ben non, il a été créé pour ça après Cahuzac. Vous avez une justice qui se mêle directement d'un processus électoral. Mais enfin, on va en parler. Cet échange est très intéressant, mais c'est, je pense, un autre débat, même s'il a pris de l'ambiance. Je donnerai simplement un conseil à Ruth Elkrief, mais elle n'en a pas besoin et elle fera. Évidemment, la première question... C'est pas ma question, elle ne vous l'a pas posée. C'est pas grave. Il serait devant n'importe quel de nous tous, puisqu'on est tous journalistes, enfin presque tous, on lui demanderait, la première question, c'est est-ce que vous allez me dire du bullshit ou pas ? Voilà, quel est le statut de ce que vous allez nous dire ? C'est la première question que vous nous poserez. Le préalable qu'on aurait dû poser, c'est que ce sont malgré tout des propos volés. Ce sont des propos qui s'adressent à un public restreint. Ce sont des propos dans lesquels le public s'était engagé moralement à ne pas les diffuser. Vous êtes journaliste, vous essayez de les avoir. Non mais attendez, des propos dans une école. Quand vous parlez à un homme politique, quel qu'il soit, très généralement, il parle comme ceci, avec ce genre d'imprudence également. Je voudrais que Guillaume Bigot, qui quand même a été journaliste, puisqu'on en était à l'époque dans sa vie, et qui est resté très sage, nous donne le conseil qu'il donnerait à Laurent Wauquiez. Je vais aller plus loin, en fait. Je pense qu'il ne faut pas non seulement pas qu'il s'excuse, mais je le trouve sincèrement plus intéressant
quand il arrête de parler le bullshit. Ce qu'il dit au moins est relativement clair, on en parle, la preuve. Il y a un aspect transgressif. C'est quand même un problème, ça, de savoir si c'est vrai ou Alors, faux. Il y a de la calomnie. Non, mais attendez, moi, il y a deux éléments. Il y a, pour moi, je me suis fixé une règle dans la vie, c'est jamais dire du mal des personnes. Je trouve qu'il y a un aspect calomnieux qui est sans intérêt. Non, là, il cible des personnes. Ensuite, sur le fond, ce qu'il peut dire sur le fond, et qu'il dit en quelque sorte sans filtre, ça me semble intéressant. C'est presque d'une grande banalité aussi. Que Merkel ait le charisme d'une tenancière de bar tabac PMU en Birkenstock, que Justine Trudeau soit un oui, que Sarko soit parano, que Juppé soit techno, etc. Tout ça est très banal. Les députés En Marche, vous les avez vus, on dirait un casting de la télé-réalité des anges. Bon, tout ça n'est pas très nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'exprime directement, sans bullshit. Alors, il y a des gens qui se prennent le pied dans le tapis. Je crois que lui, il s'est presque pris les pieds dans le tapis roulant. Quel conseil vous lui donnez ce soir? Ça va lui servir d'assumer complètement. Maintenant, il y a un autre point. D'aller plus loin encore. Je voudrais juste ajouter ce qui est fondamental, c'est qu'il a, vous savez, c'est la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Il a dit quelque chose d'énorme parmi toutes ces trivialités ou ces banalités. Ce qu'il a dit d'énorme, c'est que l'ordre public en France peut tomber. Il a dit ça va péter très dur. Personne n'a relevé ça. C'est le plus politique de son commentaire et c'est le plus intéressant. Alors on s'exprime comme ça devant des jeunes dont il est censé. On va rejoindre. Alors justement, c'est très faire des citoyens responsables. C'est très important. On n'est pas en démocratie. Votre débat, messieurs, d'abord il y a la dame, madame ne parle pas. Et messieurs, juste votre débat est important parce que c'est la question, c'est est-ce que Laurent Wauquiez a raison de donner la température ou bien est-ce que quand il dit ça, il peut menacer l'ordre public? Mais je voudrais d'abord qu'on écoute. Je voudrais d'abord qu'on écoute justement les conseils que donneraient d'autres personnes dans la classe politique et on réagit ensuite. C'est des extraits choisis par Charlotte Darche et Thibaut Isoré. D'abord, personne ne sait précisément ce qu'a dit Laurent. Dans l'ensemble. Les extraits sont sortis. Non, mais on peut tout, vous savez, on peut couper, tronquer, truquer. Moi, j'ai une confiance totale en Laurent Wauquiez. Il a en réalité aujourd'hui, je crois, une parole qui est démonétisée, décrédibilisée parce qu'il s'est disqualifié. Il a manipulé devant des étudiants tout ce qu'on rejette, tout ce qu'il y a de plus mauvais, de plus moche dans la politique. Les attaques personnelles, les ragots. Quel message Laurent Wauquiez a-t-il voulu transmettre? Qu'est-ce qu'il s'est dit en allant donner son cours? Quelle vision de la politique il a voulu transmettre à ces jeunes? Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est de l'aigreur, de la haine. Je pense que s'en sortir par le haut, ce serait dire, écoutez, j'ai vrillé, je n'étais pas au meilleur de moi-même et je regrette mes propos, je présente mes excuses, non pas seulement à Nicolas Sarkozy, même si c'est déjà un début, mais à l'ensemble des Français, à commencer par les étudiants qui n'avaient pas mérité, je crois, de supporter un tel séminaire. Alors, on salue Liliane, Florian, Doing, Centurion, qui nous ont rejoints à Gepetto. Je donne vos réactions. Liliane qui dit Wauquiez a raison, il dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Florian, non seulement il se fait piéger, mais en plus il devrait s'excuser. Non, il n'a pas à s'excuser. Doig, lui, pense l'inverse. Il faut qu'il s'excuse, car quand on est destiné à présider notre beau pays et donc à se faire élire au suffrage universel, on ne s'abaisse pas à faire des accusations aussi gravissimes et sans fondement contre des présidents, et qui plus est devant des inconnus de façon rémunérée. Wauquiez n'a plus à s'excuser, dit Centurion, d'avoir dit ces vérités sur les responsables politiques que Macron ne s'est pas excusé pour les propos insultants récurrents sur des Français. Bien sûr, on vous laisse la responsabilité de ces propos. Et Gepetto lui dit, il a réussi. On parle de lui. Sur Twitter, on vous a posé la question, Laurent Wauquiez doit-il s'excuser? Et vous répondez à 57% non. Thomas Legrand, question, est-ce que vous êtes comme Emmanuel Macron, finalement, pas inspiré, ou parce que pensez comme Éric Zemmour ce matin sur RTL, que la chasse au Wauquiez est ouverte? Oh, je ne sais pas si la chasse au Wauquiez est ouverte, mais là, il a fait tout pour se faire tirer dessus. Alors, il y a des analystes très pertinents qui disent il a fait exprès parce que, comme ça, il fait du Trump. Moi, je crois que c'est de la post-rationalisation. C'est-à-dire qu'il s'est lâché devant les étudiants. Alors, est-ce que vraiment il pense tout ce qu'il a dit, moi, depuis le début avec Wauquiez, il y a un problème de sincérité. Je n'arrive pas à savoir qui est Wauquiez. C'est pas tellement son positionnement politique, mais il est où? Alors attendez, parce que je voulais juste finir sur ça. François Mitterrand disait, peu importe la sincérité, et souvent je suis assez d'accord, je préfère quelqu'un qui fait des choses bien de façon insincère que quelqu'un qui fait des conneries en y croyant vraiment, finalement. Mais là... Cet homme me fait peur, il croit tout ce qu'il dit, avait-on dit de Robespierre. Voilà, très bien. Oui. Ben, voilà. Donc, est-ce
Est-ce qu'il est... Ça fait Robespierre à Mitterrand. Alors, c'est pas tellement son insincérité, mais c'est qui il est. Et est-ce que ses convictions, quand il les affirme, est-ce qu'elles sont solides? Moi, je ne suis pas encore très sûr de la solidité de cet homme. Il s'est expliqué sur son processus, il avait dit préalablement qu'il avait fait le singe savant, il avait fait les pirouettes qu'on lui demandait de faire quand il était centriste, parce qu'il avait quand même succédé à un centriste. Et moi, je lui fais, je ne veux pas lui faire le parce que je ne veux pas lui faire le processus. Comme dit Cécile, quand le croire? Bien sûr, on le croira aux actes, bien sûr. Mais je pense que pour l'instant, il est trop facile de lui faire un procès en insincérité au prétexte qu'il commence à dire les choses. Moi, j'avais beaucoup aimé la campagne de François Fillon quand il avait pris comme slogan le courage de la vérité. Le courage de la vérité, ça lui avait valu, moi je pense que ça lui a valu le fait d'être dégommé en vol, contrairement à ce que vous dites, parce qu'il s'apprêtait justement à montrer du doigt les graves problèmes posés notamment par le livre qu'il avait publié sur... Non mais je permettez juste que je termine, que le livre qu'il avait publié sur le totalitarisme islamique, etc. Tous ces problèmes que Wauquiez veut également aborder maintenant, franchement, et moi ce que je trouve amusant et à analyser... Pardon ? Il se piège lui-même, là. Je ne trouve pas, au contraire, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la panique. Dans le fond, c'est une panique que l'on voit de la part de ses opposants et de la part de ses faux amis de la droite. C'est pas une panique. De se dire, oh là, bon sang, si ça se trouve, il va réussir en effet à aborder ces problèmes du parler vrai, de cette vérité politiquement correct, la bien-pensance. Ne dites pas que ça ne pose pas un problème au monde politique, parce que le monde politique, pour l'instant, ne cherche à s'intéresser qu'au Vous aurez le dernier mot. Je suis toujours un peu gênée, mais alors je vais être un peu du point de vue humain, simplement, je ne suis pas politique, mais de se dire, on dit tout ce qu'on pense. Bah non, quand on vit en société, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Je veux dire, on ne dit pas tout ce qu'on pense à ses proches, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Et en plus, l'émotion première qu'on a et le sentiment qu'on a premier en tant qu'individu, il n'est pas toujours juste. On n'est pas le centre du monde. Là, il a décrypté ce qu'il disait tout ce qu'on pense sur les gens. Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce que dit Cécile Crouzet? Il y a quelque chose qui me choque profondément dans le tweet de la personne, c'est qu'ils disent que les gens n'osent pas dire. Si on entendait ce que tout le monde dit sur tout le monde, le monde serait irrespirable. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas des propos officiels, déjà. Et ensuite, cela laisse voir chez lui quand même un désir de se débarrasser de ce carcan idéologique qui vous empêche de dire les choses. Je suis désolé, ne dites pas que c'est anecdotique, c'est fondamental dans le discours politique. Je ne dis pas que c'est anecdotique, je dis que c'est fantasmatique. Là où c'est pas fantasmatique. On ne peut rien dire. Thomas Legrand, vous terminez sur Wauquiez. On sera peut-être d'accord. Mais au prétexte d'être ensuite soupçonné d'extrémisme. Je connais ça par cœur. Excusez-moi. Allez, on va pas... On reparlera de Laurent Wauquiez. Sur la question de la sincérité, c'est pas tellement la sincérité, mais vous le soulignez vous-même, vous aviez dit tout à l'heure, pour gagner, il faut dire ça. Donc c'est de la stratégie. Quand c'est de la stratégie, est-ce qu'ils le pensent vraiment ou est-ce qu'ils disent ça Oui, mais quand vous dites que c'est pas... En tout cas, c'était pas de la stratégie de le dire et que ce soit... D'après ce que vous dites. En une phrase, je pense que Wauquiez, c'est Tartuffe qui est pris en flagrant délit d'hypocrisie. C'est ça, Wauquiez, en fait. Il tombe dans ce qu'il dénonce. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Bigot? On reparlera de Laurent Wauquiez, pardon. Il est l'invité ce soir de BFM TV. On va reparler également de la CGT tout à l'heure, mais avant...